Bonjour à tous, bienvenue dans ce tout nouveau podcast de l'Art du Temps. Aujourd'hui, je suis en compagnie de Théo. Bonjour tout le monde, bonjour Clem. Et aujourd'hui, nous allons vous parler de l'automobile et de l'horlogerie, qui est quand même un sujet qui se complète, je dirais, en soi. Ouais, un sujet qui se complète vraiment, puisque c'est une vraie histoire d'amour entre l'automobile et l'horlogerie. Et ça commence il y a plus de 50 ans déjà. C'est vrai que le monde de l'horlogerie et de l'automobile sont étroitement liés depuis longtemps. Et on voit quand même de nombreuses collaborations, que ce soit avec les manufactures et les écuries, qui sont très souvent en partenariat. Et comment ne pas parler de Formule 1 quand on parle d'automobile et de montres? Parce qu'en soi, ça reste quand même des univers, enfin ces trois univers restent quand même liés. Ouais, c'est vraiment très lié, hein. La Formule 1, c'est un peu le summum de l'automobile, hein. Quand on pense à course automobile, on pense à la Formule 1, on pense au Grand Prix de Monaco, on pense à Imola en 93, on pense à tous ces grands prix qui ont fait la renommée de ce sport auto, avec je pense à la mort d'Ayrton Senna qui a fait un grand boom dans l'histoire de la F1. Ouais, c'est une grande histoire d'amour, la Formule 1 et l'automobile. Et l'automobile et l'horlogerie. C'est une grande histoire d'amour et ça a commencé il y a très longtemps. Parce que Longines a été l'un des premiers chronométeurs officiels de la F1, puisque les chronomètres n'étaient pas à l'origine automatiques comme on peut l'avoir aujourd'hui avec des radars, etc., mais bien pris à la main. Et Longines a été le premier chronométeur officiel de la F1 en 82, et pour une période de 10 ans. C'est qu'ensuite que Tag Heuer est apparu, Tag Heuer qui est vraiment emblématique, emblématique de la F1, avec toutes ces marques, on en parlait dans un précédent podcast. Mais Tag Heuer a fait énormément de montres qui sont liées à la F1, Juan Manuel Fangio avec la Carrera, avec la Silverstone, modèle limité à très peu d'exemplaires, qui est assez sympa, qui ressemble un peu à une Monaco. La Monaco, Grand Prix de Monaco aussi, et d'autres. Donc oui, il y a Monza aussi d'ailleurs. Et oui, non, vraiment beaucoup de similitudes entre ces deux mondes. C'est aussi un vrai tremplin pour l'horlogerie. C'est se mettre en avant, c'est mettre des produits en avant. C'est à chaque fin de Grand Prix un pilote qui va mettre sa montre et qui va faire la promotion de ce bijou. Donc ouais, une vraie histoire d'amour entre la F1 et l'horlogerie. C'est vrai, je suis tout à fait d'accord avec toi. Et pour le coup, les constructeurs automobiles avaient surtout besoin du savoir-faire horloger, il y a de cela quelques années. Notamment pour les chronomètres, pour les comptes tours et pour tout ce qui est calcul de la vitesse. Et même les pilotes en soi avaient besoin de montres avec des tachymètres justement qui étaient très utiles pour eux pour chronométrer leur temps. Et c'est pour cela qu'en gros cet univers est étroitement lié. Après, il y a des marques qui sont associées à des circuits. Je pense notamment à Rolex avec le Daytona International Speedway, qui est en gros un circuit de 4 km et cette fois-ci, c'est en dur. Car pour ceux qui ne le savent pas, les courses à Daytona avant se passaient justement sur la plage, sur une plage de Daytona Beach en Floride. Ou même encore Rolex qui s'est associé avec la Formule 1. C'est un partenariat qui date de 2013, il me semble. Première saison qui est en 2013. Et aujourd'hui, ouais, Rolex est le chronométreur officiel de la Formule 1. Avant, ça a été, donc, comme je disais, Longines. Puis ensuite, il y a eu Heuer. Et je crois qu'il y a eu Hublot ensuite. Si je dis pas de bêtises, ouais, il y a eu Hublot. Et ouais, la F1 a une vraie histoire avec l'horlogerie. Et il y a une interview qui a été assez intéressante, qu'on a écoutée, enfin qu'on a regardée surtout. C'était celle de Sir Jackie Stewart, qui a été un grand pilote de F1, un des meilleurs de l'histoire. Ce Britannique qui a reçu pour le Grand Prix de Monaco 71 une Daytona. Cette Daytona 62-41, ouais, magnifique, vraiment une pièce mais exceptionnelle. Et il en parle comme si c'était un vrai petit bébé, quoi. Il la quitte jamais. Elle
elle est toujours avec lui, il la met dans plein d'occasions. Et non, ça prouve qu'il y a un certain lien aussi avec les pilotes et que c'est pas seulement des partenariats. Tu parlais de partenariats. Je crois que Heuer a été l'une des premières marques à sponsoriser les pilotes. Certains pilotes, ouais, c'est vrai. C'était l'une des premières marques à faire des partenariats avec les pilotes. Ils ont fait des partenariats aussi avec les écuries. Il y a eu celle de Ferrari pendant près de 10 ans, ça a été 7-8 ans dans les années 70. Il y a eu McLaren, il y a eu Niki Lauda avec Claire Regazzoni dans les années 70. Mais il y a eu surtout le duel Prost et Senna dans les années 80, 90. Ouais. Et ça a été vraiment la mise en lumière de toutes ces grandes marques. Et aujourd'hui, c'est toujours le cas. Les grandes marques continuent à sponsoriser la F1. C'est ça. Et même encore avec Le Mans, qui est sous Le Mans classique, qui est sponsorisé par Richard Mille, par exemple. Le Mans qui a une très grande histoire aussi avec l'horlogerie, puisque Le Mans, il y a eu un film qui s'appelle Le Mans, donc avec Steve McQueen, qui a vraiment, c'est peut-être le film le plus emblématique par rapport aux montres, étant donné que Steve McQueen portait sa Monaco, et on le voit toujours avec sa main près du collet, il me semble, et qui porte sa Monaco au poignet gauche. Comme il était gaucher. Poignet droit, il me semble. Oui, c'est ça, poignet droit parce qu'il était gaucher. Voilà. Et ouais, non, c'est emblématique et c'est vraiment peut-être la montre la plus emblématique en tout cas parce que ça fait cinéma, automobile, ça mélange toutes ces passions qu'on a tous en commun presque. Et ouais, la Monaco, en tout cas, vraiment modèle emblématique de l'automobile et de l'horlogerie. C'est ça. Après, chez TAG, il y a aussi la Carrera. Qui est aussi un modèle emblématique. Ouais, ça fait penser à Porsche, Carrera. C'est vrai. Après la Carrera, c'était... en gros, le nom vient de la Carrera Panamericana, qui était une course au Mexique. Et c'est suite à ça que justement Heuer, dans les années 1963, a commencé à travailler sur un nouveau chronographe. Et c'est de cela qui est sorti quelques années plus tard, la Carrera, notamment en 1964. Mais ce genre de partenariat avec les circuits ou bien les écuries et pilotes a sorti énormément de bons. On sait que Audemars Piguet a fait un modèle à la demande de Michael Schumacher. C'est vrai. Pour avoir une montre, simplement exceptionnelle en fait. Ces montres adaptées aux pilotes sont des montres qui sont uniques dans leur genre, puisque celle de Schumacher compte uniquement 255 exemplaires, c'est la Piguet Royal Oak Chrono. Et cette montre permet simplement de prendre les tours avec le flyback intégré au chrono, enfin à la montre, et sans qu'il y ait 35 000 manipulations à faire au niveau de la montre. Je crois qu'il y a un bouton ou deux, et les chronos se font de même, et il y a simplement à comparer les cadrans, et c'est une sacrée prouesse. Je sais que cette montre, déjà doit coûter un bras, j'ai même pas fait attention au niveau du prix, oui. Mais c'est de sacrée prouesse et ça en ressort énormément de bien, donc il y a une vraie histoire d'amour entre la Formule 1, l'automobile et l'horlogerie. Et surtout, je pense que concevoir un modèle de cette technicité a été quand même assez dur et assez long, je pense. Ah ouais, je pense qu'en termes de recherche et développement, ça a dû être très long. Forcément. Il me semble que ça doit être 5 ans. Oui, je crois que c'est 5 ans. Ça, Je crois que c'est aux alentours de 5 ans. Bon, simplement pour un modèle qui compte 255 exemplaires, c'est quand même... Ouais, c'est vachement fou. C'est dingue. Après, par exemple, il y a la marque Hublot avec Ferrari. Ouais, Hublot qui est un sponsor officiel de chez Ferrari depuis un certain temps déjà. On voit Charles Leclerc et Sébastien Vettel qui portent leur montre assez régulièrement. Ouais, il y a beaucoup d'horlogers là actuellement qui sponsorisent et qui font des modèles au nom des pilotes. Richard Mille a fait un modèle Felipe Massa. Alain Prost aussi. Alain Prost, exactement. Et offre en guise de partenariat avec la marque, là c'est McLaren, Carlos Sainz et Lando Norris ont leur montre, Richard Mille, tout comme Romain Grosjean et il me semble Kevin Magnussen. Donc oui, on est vraiment sur des partenariats qui sont prolifiques pour la maison,
pour le pilote, parce que c'est pas des montres qui sont à la portée de tout le monde. Des Richard Mille comme celle-ci, c'est sûr, mais surtout ça court pas les rues. Et Kimi Räikkönen, surtout Kimi Räikkönen, qui a sa propre montre à son nom, qui est sobre et qui est aux couleurs de la maison qui était... avant, il avait aux couleurs de la maison de Ferrari et maintenant de chez Alfa Romeo. C'est vrai. Mais ouais. Et donc, si je continue là-dessus, Mercedes a aussi un partenariat depuis 2013 avec IWC. Et Hamilton est parrain un des partenaires officiels de la marque et a encore sa montre à son nom là-bas. Donc oui, on est vraiment sur des partenariats. Tag encore est avec Red Bull et Max Verstappen et Alex Albon sont donc des partenaires de cette marque. Donc oui, il y a vraiment, depuis la nuit des temps, la F1 est avec plusieurs maisons pour promouvoir l'horlogerie et c'est un vrai tremplin dans le monde entier, on le voit clairement. C'est ça. Après, je pense qu'il n'y a pas que forcément la F1. Je pense par exemple à la Chopard Mille Miglia. Donc la Mille Miglia, au début, c'était une course créée par deux aristocrates, justement en réaction de ne plus organiser le Grand Prix d'Italie dans leur ville natale. Et cette course a été créée notamment en 1927. Bon, il y a Hublot et Ferrari, il y a Blancpain. Blancpain, ouais. Blancpain, justement, qui a fait un partenariat avec Lamborghini. Il y a aussi Brémond avec Jaguar. Après, si on s'attarde sur Rolex, c'est vrai que en soi, le cosmographe de Rolex, c'était vraiment une montre pour rendre hommage aux courses qui se passaient sur la plage de Daytona Beach en Floride. Ouais. C'est ça. On est vraiment sur des montres qui célèbrent l'automobile dans toutes ses formes. C'est un bel hommage et c'est un vrai trait d'union entre ces deux mondes et ça fait plaisir. Ça fait très longtemps que ça dure. Je disais 50 ans en début de podcast, mais non, ça fait bien plus que ça. Ça fait bien plus que ça et je pense pas que ça se termine maintenant en tout cas. Je ne pense pas non plus. Dans les années à venir, justement, les partenariats vont se faire de plus en plus fréquemment, notamment dans les sports automobiles, quel que soit en soi le sport automobile, donc pas forcément la Formule 1. Mais avec ce qui s'est passé, de toute manière, la crise du Covid a amené à ce que les écuries, quelles qu'elles soient dans n'importe quel domaine des courses automobiles, cherchent des sponsors. Donc forcément. Les sponsors vont se faire de plus en plus, les montres vont peut-être aussi être de plus en plus mises en valeur, on va avoir peut-être de nouvelles types de communication qui vont se mettre en place. Donc ouais, je pense qu'il y a forcément des montres qui vont être mises en avant dans les prochaines années, des montres peut-être dont on n'a pas l'habitude de voir forcément sur le devant de la scène. Exactement. Après, c'est vrai qu'il y a quand même des marques comme Breitling qui est associée à Bentley depuis plus de 15 ans. Je sais qu'aussi il y a Jacob & Co avec Bugatti notamment. Il y a aussi Parmigiani Fleurier qui a fait quelques modèles justement pour la marque Bugatti. Donc en soi, l'horlogerie et l'automobile est vraiment une grande histoire d'amour. Ça dure quand même depuis des années, des dizaines d'années. Et pour moi, non, ça ne va pas s'arrêter là. Non, ça ne va pas s'arrêter là, d'autant plus qu'on a vu naître grâce à l'automobile des formes qu'on n'avait jamais pu avoir dans le monde de l'horlogerie, puisque faut savoir que la Monaco, c'est un modèle tout à fait innovant, puisque ce cadran carré est tout nouveau. C'est tout nouveau. Mais c'était le premier. C'est le premier, c'est ça, et c'est grâce un peu, je ne sais pas si c'est grâce à l'automobile en soi, mais ça rappelle un peu toutes les carrosseries des années 70-80 très rectangulaires, très linéaires. Et ouais, on a retranscrit ce type de design de l'automobile vers l'horlogerie. Et inversement, on s'inspire aussi de tous les mouvements mécaniques de l'horlogerie pour les transplanter vers l'automobile. C'est ce qu'on voit chez Richard Mille. Richard Mille, c'est impressionnant, toute la technologie. Alors on aime ou on n'aime pas, bien sûr, mais Richard Mille, avec toute la technologie qui est emmenée dans cette
boîtier. C'est impressionnant, le carbone et toutes ces pièces microscopiques qui se retrouvent dans une petite boîte comme celle-ci. C'est juste impressionnant et c'est ce qu'on retrouve dans les courses automobiles. On sait que beaucoup d'ingénieurs s'inspirent des montres. Ok, je vois. Et pour toi, Théo, mais quelle serait la montre qui représenterait le mieux, justement, ce lien qui existe entre ces deux mondes? Alors, il y en aurait, je pense, deux. Premièrement, la Daytona. Ce modèle est devenu vraiment emblématique à travers les années. Donc, on parle souvent de la Paul Newman. Mais donc, oui, il y a aussi cette 6241 de Jackie Stewart qui est tout bonnement magnifique, qui reste vraiment au goût du jour. Pour moi, qui est peut-être le plus beau modèle qui ait jamais été fait sur une Daytona. Et qui continue à se renouveler. On en voit tout le temps. Peut-être que d'ici 2-3 ans, un nouveau modèle de Daytona apparaîtra, je sais pas. On sait pas trop. Ouais. On sait pas trop, ouais. Ouais. Et à part celle-là, ouais, donc la Tag Heuer Monaco, enfin l'Heuer Monaco. L'Heuer Monaco, ouais. Ouais, la première, qui est aussi un modèle emblématique. Qui est belle, hein. Ouais, elle est plutôt jolie. Ouais. C'est vraiment un modèle emblématique de l'horlogerie et de l'automobile. Et toi, t'en as un ou deux? Les deux modèles que je te pourrais te citer, c'est vrai, c'est la Daytona de Rolex, parce que pour moi c'est un peu un modèle qui rend hommage au début des sports automobiles. Michael Campbell qui bat de nombreux records du monde de vitesse sur la place de Daytona Beach. Donc ce modèle en soi rend un peu hommage à tout ça. Et je pense que c'est peut-être de cela qu'est parti le mythe Daytona. Après, si je pouvais t'en donner un autre, c'est vrai que j'ai une petite préférence aussi pour la Chopard. Pour la Chopard Mille Miglia, qui rend hommage justement à une très vieille course qui a été créée par deux aristocrates en 1927. Pour moi, ces deux modèles-là caractérisent vraiment le lien qu'il existe entre ces deux mondes. Je te rejoins. C'est vrai que c'est intéressant. C'est des courses qui sont emblématiques, qui aujourd'hui sont connues de tous. Mais ouais, moi vraiment gros faible sur la Monaco. Aujourd'hui, le Grand Prix de Monaco, c'est un événement planétaire presque. C'est vraiment le Grand Prix que tout le monde souhaiterait avoir. Comme disait Lewis Hamilton l'année dernière, c'est un championnat, un mini championnat dans le championnat. Mais ce Grand Prix, c'est toute une gloire. C'est exceptionnel. Je crois que Senna d'ailleurs détient le record de victoire sur le circuit de Monaco. Je crois, il me semble. Et non, c'est vraiment des montres comme ça qui font la renommée aussi d'une maison, je pense. Je pense aussi. C'est vrai que dès qu'on pense à Tag Heuer, on pense forcément à la Monaco et à la Carrera. Rolex, on pense à la Sub, on pense aussi à la Daytona. C'est vrai. C'est en fait, avec la GMT, mais c'est vraiment les trois modèles, quoi. Ouais, vraiment. C'est dingue. Hein. C'est vraiment en fait. Je me demande si c'est peut-être pas la figure de proue en fait de l'horlogerie à l'automobile. C'est peut-être ça. Hein. C'est vrai. Il y a aussi l'horlogerie, la plongée bien sûr et l'aviation, mais il y a une vraie complicité entre ces deux mondes. Hein. C'est impressionnant quand on y pense. C'est vraiment dingue. C'est deux mondes qui se rejoignent mutuellement. Hein. En effet. Ouais. C'était tout pour aujourd'hui. Merci Théo, merci d'être venu. Merci Clément, merci tout le monde. Et merci à vous pour cette écoute. Et nous, on se retrouve dans un prochain podcast de l'Art du Temps. C'était Clément, à la prochaine. Au revoir.